on fête un anniversaire aujourd'hui, 10 ans. Alors 10 ans, ça peut paraître très jeune, mais en fait, vous avez pu le constater notamment lors des visites, on a affaire à une filière qui est aujourd'hui réellement mature et qui, dans le bâtiment, a vraiment sa place, et notamment par rapport aux enjeux auxquels elle répond. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir des intervenants de qualité qui représentent chacun un maillon de la chaîne de valeur, un maillon de la filière. Et donc, ils vont nous dire, chacun à leur tour, comment, effectivement, à leur niveau, au niveau de leur position dans la filière, ils trouvent, on va dire, un intérêt aux produits, aux matériaux chanvre et aux matériaux biosourcés. Alors, pour rappeler un petit peu le cadre dans lequel on se trouve et rappeler un petit peu les enjeux, alors là, je vais dire des choses qui ne sont pas très drôles, mais il faut quand même rappeler les grands enjeux auxquels on a à faire face. Bon, vous les connaissez tous, hein. La problématique du réchauffement climatique. On sait aujourd'hui qu'on ne tiendra pas les 1,5 degrés de réchauffement de l'accord de Paris. Certains scientifiques rappellent que peut-être qu'on atteindra les 7 degrés en 2100. L'épuisement des ressources, c'est une autre problématique qui est forte aujourd'hui. Là, c'est pareil, on peut citer de nombreux chiffres. Je donnerai qu'un exemple, celui du sable. Aujourd'hui, épuisement au niveau des carrières, on va le chercher dans les rivières avec tous les impacts évidemment sur la biodiversité, et on commence à aller le chercher au fond des océans, évidemment avec un impact sur l'environnement désastreux. Alors, le bâtiment dans tout ça, par rapport au réchauffement climatique, c'est le premier contributeur, avec 30% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de l'épuisement des ressources, c'est pareil, c'est plus de 50% des matières naturelles qui sont et qui vont dans le bâtiment. Donc là, on a effectivement des enjeux forts. Alors, face à ces enjeux, aujourd'hui, on a quand même des solutions, on a des leviers. Et les matériaux biosourcés, et notamment le chanvre, sont un outil qui peuvent nous permettre de répondre à ces grands enjeux. Alors, pourquoi ? Tout simplement par rapport à l'enjeu réchauffement climatique. Alors, en fait, on a des produits qui stockent du carbone, donc qui diminuent le stock de gaz à effet de serre de l'atmosphère, et donc il y a un intérêt réel à les intégrer dans des produits que sont les bâtiments, puisque ce sont des produits à longue durée de vie. Ça, c'est le premier enjeu auquel on peut répondre avec les matériaux biosourcés. Deuxième enjeu, l'épuisement des ressources. On a une matière première renouvelable. Donc cette matière première renouvelable, potentiellement, alors sous réserve effectivement qu'on ait une sylviculture raisonnée, on peut avoir une matière première quasiment disponible de façon indéfinie. Donc on voit déjà qu'on peut répondre et qu'on a vraiment un moyen avec ces matériaux biosourcés et ces matériaux chanvre pour répondre à ces problématiques-là. Alors, on va faire un voyage, comme on l'a vu dans le film, au sein de cette filière. Et le premier acteur de la filière, c'est l'agriculteur. Donc je vais passer la parole à Dominique Brifout, peut-être vous dire un petit peu quel a été son parcours et comment vous êtes arrivé aux matériaux chanvre, enfin à la production plutôt de chanvre, et d'un point de vue de l'agriculteur, parce que vous avez une deuxième casquette aussi, utilisateur de bâtiments chanvre, donc on le verra cet aspect-là un petit peu plus tard. Mais du point de vue de l'agriculteur, quel a été aujourd'hui le cheminement? Vous m'avez parlé, quand on préparait la table ronde, de conviction. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la démarche? Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que la démarche, c'est né conjointement, c'est-à-dire que c'est la coopérative qui cherchait une autre production qui apportait de la valeur ajoutée à l'ensemble des agriculteurs et aussi de la coopérative. Et puis, moi j'ai toujours été passionné par la diversification. Mon père avait fait du chanvre, j'ai des souvenirs et que c'est une plante un peu coriace, mais il y avait un intérêt de retrouver, de mettre du chanvre au niveau de l'exploitation. Ça apportait donc au niveau économique, ça ne changeait pas. Bon, c'est un contrat, donc c'est à peu près, on sait où est-ce qu'on va, mis à part avec le rendement qui fait la différence. C'est un intérêt agronomique.
la structure du sol s'améliore, on ne fait pas de, il n'y a pas de produits phytosanitaires, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, c'est une culture qui est un peu plus tôt que les autres, donc au niveau de la mise en place et de l'organisation du travail, ça tombe bien. Voilà. Et c'était intéressant surtout. Et c'est vrai que de savoir, de pouvoir faire une production et que derrière, il y a un outil en local pour essayer de tirer d'exploiter au mieux tous les éléments du champ, c'est une relation directe. Ouais. On est content de faire quelque chose qui va, on sait où ça va. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est, en tant qu'agriculteur, c'est compliqué de cultiver du chanvre par rapport à d'autres cultures? C'est compliqué. La période la plus délicate, c'est la période de semis. C'est évident que c'est là qu'il faut le semer dans de très bonnes conditions. Voilà, il faut pas que. Mais une fois que c'est semé, vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de suivi forcément à faire. C'est bien. D'accord. Donc effectivement, donc c'est finalement une culture qui est relativement accessible. Bon, après, j'imagine qu'il y a de la formation des agriculteurs. La formation accessible, c'est pas accessible à tout le monde, enfin tout le monde, parce qu'il y a la chaîne de récolte quand même, c'est une récolte particulière, et donc ça nécessite du matériel qui demande un suivi, puis on ne peut pas se le permettre. C'est pas avec notre moissonneuse batteuse ou notre ensileuse dans notre groupe qu'on va pouvoir récolter du chanvre. Voilà. Oui, puis on l'a vu pendant les visites, il y a quand même un niveau de qualité de paille à fournir, donc ça nécessite quand même un savoir-faire derrière qui est pas. Il y a un savoir-faire. Alors c'est vrai que c'est des choses qui sont, c'est le savoir-faire. C'est vrai que quand on est agriculteur et dans une zone d'élevage, quand on fait de la paille ou du foin, dès qu'il pleut, on est stressé et donc on a envie que ça soit parti tout de suite, alors que le champ, c'est au contraire. Il y a le ruissage, la période de ruissage qui est importante, et donc un peu de pluie, ça ne gâte rien, bien au contraire, et puis après ça sèche assez vite. Quoi. Voilà. Et donc, effectivement, la qualité du produit fini qu'on a, le produit fini qui va aller dans le bâtiment, enfin, ou d'autres applications, elle commence dès le travail de la C'est vrai qu'on est accompagné par les techniciens qui guident pour la récolte. D'accord. Alors, donc, on a effectivement cette première étape qui est la culture du chanvre. Je reviendrai à vous tout à l'heure quand on parlera d'utilisation. Donc, la culture, on obtient, vous l'avez vu, de la paille. Vous avez vu, alors, on n'a pas de transformateur autour de la table, mais vous l'avez vu ce matin, la transformation, et vous avez vu tout le process industriel. Donc, cette transformation conduit à différents produits, hein, des isolants, des bétons biosourcés, des granulats pour fabriquer des bétons biosourcés, des lames de terrasse, il y a toute une série de produits possibles. Après ces produits, il faut les mettre dans des bâtiments. Alors pour les mettre dans des bâtiments, d'abord les bâtiments, il faut les concevoir. Alors les gens qui conçoivent les bâtiments, ce sont les architectes. Donc je vais passer la parole à monsieur Ramon qui va nous expliquer un petit peu, je crois que ça fait quelques années que vous utilisez ce type de matériaux. Alors déjà de dire peut-être finalement est-ce que c'est plus compliqué de concevoir avec des matériaux de ce type ou ça se fait assez naturellement comme avec les matériaux plus conventionnels? Il y a deux façons, enfin il y a deux gammes d'utilisation. Il y en a une qui est très simple, c'est celle de la laine, et qui a mis un peu plus de temps à venir jusqu'à nous. Et puis il y a la façon qui a précédé dans notre travail, c'est celle de la chaîne VOT, du béton chanvre. Et elle demande beaucoup plus de compétences quand même. Globalement, on a observé ces dernières années qu'il était de plus en plus confortable de sortir certaines prescriptions conventionnelles, laine minérale et consorts, et qu'il suffisait notamment grâce à des produits comme Biofil de transformer dans les descriptions, passer de laine minérale à laine végétale. Ça devient assez naturel aujourd'hui. Le produit laine, lui, il est
assez facile, assez aisé à communiquer. Voilà. Ça reste plus qu'une question de marché et d'accoutumance des gens à faire. C'est peu d'efforts en réalité. Après, il y a des résistances, mais qui sont d'un autre ordre, qui sont plus des questions d'habitude et qui ont des persistances quand même parfois un peu surprenantes quand même, il faut bien l'admettre. Mais dès qu'on a franchi cette petite résistance-là, en fait, les gens s'y mettent facilement. Vous voulez juste le micro. Un peu plus près du micro, pardon. Le béton chanvre, lui, c'est un univers particulier qui demande quand même un champ de compétences vachement plus étoffé et qui, à mon sens, est celui qui a le plus de force, quoi, parce que c'est avec le béton de chanvre qu'on exploite les propriétés les plus étendues du matériau et de sa combinaison avec, a priori, de la chaux, sinon de la terre. Voilà, mais lui, effectivement, il demande d'avoir une réflexion plus technique, plus subtile sur son intégration dans le projet, sur sa technique sur sa gestion en chantier, parce que c'est un matériau en phase humide qu'on intègre dans un chantier. Voilà, donc ça c'est autrement plus technique, mais c'est beaucoup plus riche aussi. Donc voilà, ça pour répondre strictement à cette question des coutumes et des emplois. D'accord. Alors, et vous, en fait, quand vous êtes tourné vers ce type de matériaux, quelles étaient les motivations? C'était des motivations environnementales, techniques Environnementales, ouais. Principalement. Oui, moi personnellement, mais c'est quelque chose que je partage avec mes proches, depuis toujours intuitivement, on n'a pas très envie d'utiliser avec autant d'évidence les produits du marché qui nous ont envahis. On estime qu'il y a quelque chose qui relève vraiment d'un écueil là-dedans. Mais il y a 10 ans, quand on a commencé, c'était très empirique. Nous, déjà notre approche, et puis on avait des difficultés à accéder aux produits, on tâtonnait quoi, vraiment. Mais ce qui nous est venu quand même assez vite, surtout quand il s'agissait de béton de chanvre ou de torchis ou de techniques qui renvoient aussi à une, disons, conception un peu ancestrale, quoi, un peu proche de la matière, les résultats, le confort, quoi, le gain qu'on avait nous a très facilement conforté. Il nous a fallu peu d'exemples pour changer de régime et augmenter et affirmer notre posture là-dedans. D'accord. Alors justement, j'avais prévu on va changer un peu l'ordre de la table ronde. Vous parlez de confort. Peut-être que Dominique, en tant qu'utilisateur de bâtiments en chanvre, vivant dans un bâtiment en chanvre, vous pouvez nous en dire 2 mots? Le confort dans une maison en chanvre, ça se descend. Je n'arrive pas à mettre le mot dessus. On est bien. Voilà. Et ça c'est la même chose. Quelque chose de très concret. On chauffe qu'avec un poêle à bois, on a un ster et demi, un ster, ça dépend ce qu'on veut, voilà, et du chauffage. Mais c'est vrai que on se sent très bien dedans, été comme hiver. C'est ça qui est important aussi. D'accord. Alors, ce que vous... confort, c'est... Oui, c'est difficile à évaluer. En plus, ça dépend de chaque personne. Donc, voilà. Donc, mais ce que vous évoquez là, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de travaux scientifiques qui le confirment en fait. Hein. Ce que vous ressentez là, il y a des travaux, alors c'est lié à l'hydrométrie, c'est lié à plein de choses, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais effectivement, ce confort-là, il est réel et ce qu'on démontre scientifiquement, vous nous le confirmez là aujourd'hui. Alors, je reviens à vous, M. Clarny. Vous avez, on a, je crois, sur le PowerPoint qui est là, un certain nombre de vos projets. Le projet avec du chanvre, ouais. Des projets avec du chanvre, enfin pour la plupart, ouais. Parfois un peu de biofibre, enfin en tout cas des produits dérivés du chanvre, mais on a un peu de chanvre. En fait, ce que je voulais simplement montrer, c'était nous, on s'est construit autour de ça, une petite agence, quoi, bordelaise, avec ses convictions, voilà. On a progressé très lentement, mais la progression qu'on observe, elle a une constance quand même assez impressionnante, et aujourd'hui, on a accès à des projets d'une dimension qui commence à être assez significative, avec le même niveau d'exigence, voire même qui s'affirme, et qui profite depuis
dans cette décade-là, parce que là ça reflète une dizaine d'années d'extraits comme ça d'opérations qui étaient soit très empiriques, soit avec un petit peu d'assistance pour la recherche et le développement, soit parfois des choses un peu à côté de la norme à l'époque, parce qu'il y avait des projets qui frisaient le décret des biosourcés en 2012, et il y avait très peu de littérature pour l'appuyer, surtout l'application de produits en fait. Voilà, donc parfois on avait des 5e catégories, c'est-à-dire des bâtiments qui ont un niveau d'exigence en sécurité au feu qui n'était pas très lourd, donc on a pu faire des petites expériences parfois à la frange un peu de la norme. Et progressivement, tout ça s'est étoffé, on a pu accéder à des commandes plus importantes et on s'est rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps de maturation qu'il a fallu pour certains maîtres d'ouvrage de mettre un peu plus l'accent sur l'emploi de certains matériaux, mais disons globalement un embryon de conscience sur le caractère environnemental et puis un peu plus d'urgence encore aujourd'hui. Et puis il y a l'avènement de la réglementation environnementale qui là prend une tournure assez impressionnante. Encore faut-il qu'on puisse tenir le coup face à d'autres pressions. Ouais, voilà. Et donc on a accédé à un niveau de commande qui est sorti complètement de la marge un peu hirsute, un peu bobo ou un peu voilà. Et on accède à des commandes qui ont maintenant intégré dans leur règlement, enfin pas dans leur règlement, dans leur programme, dans leur cahier des charges, merci, des niveaux d'exigence que nous on estime seuls les matériaux biosourcés, dans une réflexion bioclimatique étendue, disons, peuvent résoudre, enfin en tout cas peuvent être compatibles, voire même en fait nous donner une marge considérable par rapport aux exigences qu'on nous demande. D'accord. Voilà. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que finalement, tout type de bâtiment peuvent intégrer du biosourcé. Oui, on a tout type de bâtiment. L'architecture ne souffre pas du biosourcé, bien au contraire. En fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça a réintroduit une relation un peu charnelle au projet. C'est-à-dire qu'on est obligé de se préoccuper de ce qui compose la paroi avec un peu plus de subtilité, quoi, parce que ça demande d'être... Alors, on n'est pas tout seul, hein, je bosse avec Julien Cœurdevet et Maxime, qui sont tous les deux plutôt versés dans l'aspect scientifique, un peu technique de tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, c'est conforté par plein de retours sur expérience, plein de calculs, etc. Donc voilà, ça demande d'avoir un rapport beaucoup plus charnel, beaucoup plus approfondi au projet qui manquait un peu à la profession ces dernières 20 années, je pense. D'accord. Alors, on continue notre voyage au sein de la filière. Autre acteur qui intervient aussi en assistance à maîtrise d'ouvrage, on peut nous expliquer un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Monsieur Luc Delrieux, donc vous êtes AMO mais spécialisé bâtiment bas carbone. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le bâtiment bas carbone? Alors, en 2 mots. Enfin... Oui, en fait, j'interviens sous effectivement 2 angles. J'ai une activité de consultant tout en étant référent pour labelliser des bâtiments. Et le premier label en France qui s'est penché sur la question de l'émission carbone, c'est le label BBCA, bâtiment bas carbone. Depuis, ce label BBCA, finalement, il a permis à, on va dire, au gouvernement, aux autorités qui énoncent la future réglementation, de s'appuyer sur une méthodologie de calcul pour permettre à la profession de passer un cap et d'apprendre à évaluer l'émission de carbone dès la construction du bâtiment et tout au long de sa durée de vie. Donc l'idée, dans la future réglementation qui va remplacer la réglementation thermique 2012, c'est de continuer à progresser sur le volet énergétique et en même temps intégrer le volet émissions de carbone pour, savoir ce que l'on émet quand on construit, et 2, se donner des objectifs de réduction. Et donc dans ce cadre-là, dans ce dispositif-là, comment vous positionnez, comment vous voyez les matériaux biosourcés tels que le chanvre? Oui, alors voilà. Jusqu'à présent, on va parler des isolants. Les isolants, ils étaient considérés seulement sous l'aspect, on va dire, déperdition calorique.
Et donc, on ne prenait pas en compte un certain nombre d'autres aspects, et notamment le caractère émissif de la fabrication de certains isolants issus, par exemple, de filières pétrolières ou autres. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est que un isolant, on va le dire clairement, un isolant, par exemple, issu du polystyrène, a des propriétés seulement isolantes et ne peut pas conserver, par exemple, en termes d'inertie thermique, n'apporte aucun comment dire, avantage dans son utilisation pour isoler une paroi. Donc, on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'épuisement des ressources, le fait d'utiliser un isolant biosourcé, contribue à limiter l'épuisement des ressources de matières minières qui s'épuisent parce qu'elles ne sont pas renouvelables. Deux, l'isolant biosourcé, comme je l'ai dit, amène un confort, on vient d'en avoir un témoignage, dans le bâtiment grâce à des propriétés d'inertie et de régulation hygrométrique. Et trois, en termes d'émissions carbone, il contribue à la réduction globale du bilan carbone de la construction des bâtiments. Voilà. Alors, ces trois facteurs-là sont très importants. Alors, je vais passer la parole à Céline Masson. Justement, on a évoqué le label E+, C-, et donc la future réglementation. Donc, vous pouvez me dire où ça en est. Alors, peut-être avant, peut-être repréciser ce qu'est l'ADREAL, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle. Donc, l'ADREAL est un service déconcentré des ministères qui ont en charge le logement d'un côté et l'environnement de l'autre. D'où ma présence ici. On est vraiment à l'idée des deux. On en est où? Alors, contrairement à la réglementation thermique 2012, qui avait été publiée sans préparation, donc c'est vrai que ça avait été assez dur pour les professionnels pour se l'approprier. L'idée de la réglementation environnementale 2020, c'est de la préparer. Et donc on l'a préparée avec une période d'expérimentation, avec l'expérimentation E+C-, donc réduction des consommations énergétiques et amélioration de la prise en compte du carbone. De cette expérimentation, on va prendre un petit peu de retard dans la réglementation 2020, il faut le dire, mais justement parce qu'on prend en compte les résultats de l'expérimentation de façon à mieux prendre en compte notamment la capacité de stockage du carbone par les matières premières tout au long de la vie du bâtiment. Et ce qui là est vraiment important dans le cadre des matériaux biosourcés. Donc on va prendre un petit peu de retard, mais on aura normalement fin 2020 quelque chose. D'accord, merci. Alors, passer la parole à M. Gilles Trochu, donc autre acteur de la filière, l'entreprise, l'artisan qui va mettre en œuvre le produit biosourcé dans le bâtiment. Alors, je crois que vous êtes convaincu sur le sujet, parce que ça fait plus de 20 ans, je crois, que vous utilisez ce type de produit. Et donc vous m'expliquez que c'était une démarche à la base de la création même de votre entreprise. Oui, donc bonjour. Oui, ça fait 19 ans et demi que j'ai créé mon entreprise. Donc c'était mon projet de créer une entreprise responsable, notamment par rapport à ce qui a déjà été dit sur les enjeux sociétaux. Et je pense que l'entreprise doit être aussi un modèle, en tous les cas, doit aussi porter ce message et diffuser, puisqu'on est aussi un vecteur de diffusion, puisqu'on a nos clients et on est là aussi pour les sensibiliser. Enfin, c'est mon approche en tous les cas. Et donc j'ai voulu en faire, de dire toutes les convictions et toutes les valeurs que j'ai, je les mets aussi au service de l'entreprise et je les développe. Et donc comment on peut construire différemment et construire aussi avec cette approche environnementale
Il y a aussi d'autres enjeux, parce que je pourrais parler aussi de la qualité de vie des gens qui travaillent, parce qu'on en parle peu souvent, on les oublie souvent, les opérateurs. Et pour moi, c'est essentiel d'apporter, de travailler sur la qualité de vie aussi des gens qui mettent en place, construisent les... Alors, vous évoquiez aussi, quand on préparait cette table ronde, la notion de travailler aussi un peu en local avec les acteurs qui sont autour de vous et de choisir effectivement des solutions qui sont plutôt locales. Alors, oui, parce que le bâtiment, c'est une histoire qui date de quelques millénaires et depuis quelques décennies, on a changé la façon de construire sous prétexte que après la guerre, il fallait reconstruire rapidement et là, on a complètement changé l'aspect de la construction puisque jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on construisait avec des matériaux qui venaient de proximité, qui étaient la terre, la paille, le chanvre et tous ces matériaux, la pierre. Et puis d'un seul coup, on a bousculé et on a dit vous inquiétez pas, vous avez des produits finis, puis tout va bien se passer. Sauf qu'au bout de 50 ans, on s'aperçoit que tout ne se passe pas si bien que ça, puisque on a créé d'autres pathologies dans le bâtiment, et puis on s'aperçoit qu'on fait des bâtiments qui, au bout de 40 ans, il faut les déconstruire pour en faire d'autres. Donc en termes environnementaux, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions. Donc, ça veut dire que même avec les technologies qu'on a aujourd'hui, de mon point de vue en tous les cas, on a plutôt régressé sur l'acte de construire et sur l'aspect organisation des métiers. C'est-à-dire que avec ces nouvelles pratiques, on a isolé les métiers et on a fait un peu du chacun pour soi, alors que depuis l'histoire de la construction, c'était les gens construisaient ensemble en fait. C'était une complémentarité et là on a divisé et donc ça c'est un vrai problème dans le bâtiment puisque aujourd'hui on s'en rend compte de plus puisque comme il faut aller vers la performance, eh bien si on est divisé ça ne marche pas en fait. Donc on revient à ce qui existait depuis l'origine de la construction, on y revient aujourd'hui et ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'on se rend compte aussi que la technologie, ça fait pas tout. Et donc, alors là, c'est plutôt au président de la CAPEB que je pose la question, c'est est-ce que vous sentez que cette démarche-là est partagée par les autres vos collègues, les autres artisans? C'est quelque chose qui évolue ou qui est difficile à faire évoluer? Alors ça met du temps. Aujourd'hui, en tous les cas, alors il y a des gens qui sont convaincus comme je suis. Et puis après, il y a des gens qui viennent parce qu'il y a des marchés, parce qu'il y a des clients qui veulent construire, puisqu'ils se posent aussi des questions et qui ont envie d'avoir une maison de qualité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'ai aussi le retour de mes clients, donc ce qui est important, c'est comment on vit dans ces constructions-là. Donc ça porte de valeur en fait. La qualité de vie, elle dure aussi longtemps que la maison. Et ce que je dis, comment ça se monnaie pas, ça, en tous les cas, ça se vit. Et ça apporte une vraie qualité de santé. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est aussi de diffuser ça et de montrer que ça a une vraie plus-value. Pour ceux qui construisent, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau environnemental, au niveau économie de proximité, puisqu'on est aussi dans l'économie de proximité, et au niveau durabilité aussi du bâtiment. Et on a fait un sondage l'année dernière pour le grand débat, donc on a interrogé les entreprises de Bretagne et Pays de la Loire. On a eu un peu plus de 1000 réponses sur un questionnaire qui faisait 120 ou 130 questions. Et il y avait des questions sur l'environnement et les matériaux biosourcés. Et à ma grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, dans le sondage, donc sur un peu plus de 1000 réponses, il y a 80% des entreprises qui ont dit qu'ils étaient favorables à travailler avec des matériaux comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une grande avancée. On aurait fait ça il y a 10 ans, je pense qu'on n'aurait pas du tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on constate que les gens sont prêts, donc il faut les accompagner à aller vers là. Et de mon point de vue, c'est quelque chose de mûr en fait aujourd'hui. D'accord, merci. Alors je vais revenir au pouvoir public.
Justement, je crois que l'Adréal met un certain nombre d'actions pour accompagner aussi ce développement des matériaux biosourcés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Justement, vraiment en complément de ce que disait Michel Brochu à l'instant, pour déployer vraiment le recours par les professionnels du bâtiment, il faut aussi former au plus tôt les futurs professionnels et à tous les niveaux. Voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille ensemble pour que dans les CFA BDP, on puisse avoir une introduction à ces matériaux. Avec vous-même, Karibati, on travaille avec, sur le concours Impact à destination des écoles d'architecture pour que les futurs architectes, dans leur cursus, aient travaillé sur ces questions. On va aussi travailler avec l'association ouvrière des compagnons du Tour de France. Voilà. Donc il faut vraiment, ça fait aussi partie de ces marches à franchir pour que la connaissance de ces matériaux, de leurs usages, de leurs caractéristiques techniques, etc., puisse se diffuser aux futurs professionnels pour que dans la suite, voilà, la question ne se posera plus. D'accord. Je crois que quand on a préparé cette avant, on y parlait aussi des trophées de la bioéconomie. Alors, en fait, il y a, dans notre action, on va travailler vis-à-vis en fait, des professionnels du bâtiment, de la maîtrise d'ouvrage public également, parce qu'elle a un rôle, exemplaire. Et donc, on a une formation qu'on appelle ambassadeur des matériaux biosourcés et géosourcés, et qui est à destination de la maîtrise d'ouvrage public. C'est une formation gratuite, où en 3 jours, on sensibilise. En 3 jours, on ne fera pas plus que ça, mais c'est au moins pour que dans les collectivités, dans les acteurs publics, cette question-là, elle soit connue, et que ces personnes-là, qui en font un peu des ambassadeurs, puissent être un relais entre les filières, entre les industriels, entre les professionnels, et puis leur maîtrise d'ouvrage public. Et puis on a aussi, alors c'est un peu plus, c'était nouveau, c'était la première fois, l'année dernière, on a eu les premiers trophées de la bioéconomie. Et Biofib est le premier lauréat de ces premiers trophées. Parce que justement, alors ces trophées sont pilotés par le ministère de l'Agriculture, et du coup on en revient bien à ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire que ces matériaux, ça permet d'atténuer l'impact de l'activité sur son environnement, et ça permet aussi aux agriculteurs d'adapter leur action dans un climat qui est déjà en train de se dérégler. Donc c'était aussi pour valoriser cette double compétence que Biofib a été le premier lauréat de ces trophées. Très bien, je vous remercie. Alors, on va doucement aller vers la conclusion de cette table ronde. Donc j'ai une question à vous poser qui est un peu difficile quand même, qui est un peu prospective pour cette conclusion. C'est comment, à votre niveau, vous voyez le bâtiment dans 10, dans 20 ans? Je ne sais pas qui veut se lancer. Je sais que c'est assez compliqué comme question. Est-ce que c'est finalement une évolution lente? Est-ce qu'on a commencé cette évolution, notamment avec les matériaux biosourcés, ou est-ce qu'il va encore y avoir, ça va s'accélérer, il va encore y avoir des changements qui pourraient d'ailleurs être motivés par la réglementation ou autre? Luc Alizzi. Oui, en fait, si on pose de façon factuelle les choses, un produit quel qu'il soit, à mon sens, il évolue en fonction d'une demande. Et donc, je ne pense pas prendre beaucoup de risques en me disant que la plupart des utilisateurs, on a tous besoin de se loger par exemple, vont de plus en plus prendre conscience que leur bâtiment, leur logement doit consommer de moins en moins d'énergie. À partir de ce constat-là, on va donc les isoler de mieux en mieux et on va donc utiliser de plus en plus d'isolants. Et parallèlement à ça, vis-à-vis de la problématique environnementale climatique, on sait qu'il faut qu'on abaisse notre émission carbone. Donc on va utiliser de plus en plus d'isolants, mais il faut utiliser de plus en plus d'isolants qui émettent le moins possible de carbone.
Donc les deux réunis, le bâtiment dans son ensemble, en termes d'usage, ce sera un bâtiment qui certainement s'efforcera de conserver le confort que l'on a à l'heure actuelle, voire l'améliorer pour aux problématiques de confort d'été et de surchauffe, mais dans une optique précise de réduction des consommations. D'accord. Notre intervention, oui, monsieur. Moi, je pense que le bâtiment, il sera aussi ce qu'on a envie d'y faire, en fait. C'est aussi les acteurs qui sont... donc les acteurs, c'est tous les professionnels, quels qu'ils soient, de la conception ou de la réalisation. Donc, et puis, on voit bien de toute façon la demande des citoyens qui est de plus en plus grandissante sur les matériaux biosourcés et tous les bâtiments qui consomment de moins en moins. Donc après, c'est quel sens on veut donner aussi à l'acte de construire. Et moi je pense qu'on va développer ces filières courtes. Donc il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que dans la formation, c'est important d'intégrer aujourd'hui une autre approche pour les jeunes. Ce que je constate aussi, c'est que pour eux, ça fait du sens en fait, de construire comme ça. Et les jeunes, ils sont beaucoup en recherche de sens. C'est la génération qui arrive, les générations qui se posent des questions et qui veut des réponses à ces questions aussi. Et donc c'est eux aussi l'avenir et on doit être en écoute de ça. Et moi je suis confiant dans l'avenir parce que je me dis, quand je vois les générations qui arrivent et nous on doit se poser des questions pour leur ramener du sens. Ils nous font réfléchir aussi sur le sens qu'on veut donner au bâtiment. Donc ça, c'est des paramètres importants. Un autre paramètre important, c'est la qualité de vie dans l'habitat et la santé. Donc on voit bien aujourd'hui tout ce qui joue sur la santé. Donc ça va de ce qu'on mange forcément dans l'assiette. Et ça va aussi... on sait aujourd'hui que les milieux les plus pollués, c'est l'habitat. Alors que quand vous êtes en ville, il y a beaucoup d'endroits où les habitats sont plus pollués qu'à l'extérieur. Donc là, on a un vrai problème. Et on sait aussi qu'avec les matériaux biosourcés, on a des largement meilleure qualité de l'air à l'intérieur, puisqu'on a on va revenir sur la technique, et des matériaux qui participent à la qualité de l'air. Donc ça aussi, c'est des choses d'avenir, qui ne sont pas de la mécanique, qui sont plus liées à la physique du bâtiment, mais qui n'ont pas de coût de fonctionnement et qui fonctionnent, qui sont pérennes dans le temps. Donc ça, c'est des choses qui sont pour moi des choses d'avenir. Vous intervenir. Oui, non, je voudrais simplement préciser que, vous avez parlé de la RT 2012 parce que, bon, ce qui nous fait avancer dans nos disciplines, c'est la loi. Il n'y a pas à tortiller. Et soit on embrasse la loi, soit on résiste à la loi. La RT 2012, par exemple, vous l'avez dit, elle avait été assez mal préparée, même s'il y a eu l'expérimentation de la BC, quand même, il y a eu un petit précédent à la RT 2012, le bâtiment de basse consommation. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que pour le commun des acteurs, je pense notamment aux promoteurs par exemple, ça reste encore un niveau de performance exemplaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue de faire des logements BBC comme un argument de vente, alors qu'en réalité, on ne fait qu'appliquer une loi qui est déjà en train d'être caduque. Donc il y a quand même un petit peu de vigilance à conserver, et la RE 2020 est supposée, disons, avoir une influence un peu exponentielle sur les pratiques. Encore faut-il être assez ferme sur les délais d'accoutumance à cette loi, quoi, hein, puisque si on se dit qu'après cette année d'application, on est encore un peu dans des résistances et parfois pour certains de la lourdeur à être conforme, alors qu'en réalité on devrait déjà avoir explosé tout ça. Et on va avoir du mal à assumer la RE 2020 parce qu'elle complexifie considérablement les démarches, quoi. Un des écueils de la RT 2012, c'est qu'on a mis l'accent sur la performance énergétique et du coup on a surisolé parfois sans mieux concevoir, et du coup on se retrouvait avec des bâtiments qui marchent très mal l'été. Voilà, alors ce qui est drôle, c'est que ces derniers temps on a assisté à des périodes de canicule qui ont mis l'accent dessus avec éclat. Et donc il y a plein de remises en question sur ce que c'est que le confort d'été. Nous on l'observe parce qu'effectivement des gros donneurs d'ordre publics s'en sont saisis avec force, quoi, en prévision de la RE 2020.
Mais bon, il va falloir quand même, pour que tout ça descende jusqu'à être admis par le commun de la grosse force de production de la construction, il va falloir quelques années quand même. C'est pour ça que cette question des 10-20 années est effectivement très subtile, parce que, à mon avis, au bout de 10 à 20 ans, en espérant que tous ces efforts-là auront suffi pour rattraper l'urgence qu'on a en face, seront probablement un peu justes. Enfin, voilà, 10-20 années, c'est très peu, quoi, en quelque sorte. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie tous pour vos interventions très riches et intéressantes.